Bonjour à toutes et à tous, nouvelle saison, Putsch Live, vous avez été très nombreux à nous suivre durant mars, avril, mai, juin, juillet, près de 5 millions à visionner toutes les émissions. Donc aujourd'hui, c'est la première, la rentrée 2020, de septembre 2020, on prend un peu d'avance en août, et aujourd'hui je reçois bien entendu un habitué de Putsch Live, Olivier Delorme. Olivier, bonjour, comment allez-vous? Eh ben, écoutez, bonjour Nicolas, je vais très bien. Je vous parle de mon île grecque Nisyros au sud-est de l'Égée et on a encore beau temps, c'est encore l'été ici. Donc je sais que chez vous c'est pas aussi beau, mais voilà, on est encore chanceux pour un bon mois, je pense, voire un peu plus. Ben, profitez-en bien. En tout cas, Olivier, je vous présente à nouveau, je vous représente pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes romancier, essayiste, vous l'avez dit, installé en Grèce. Vous êtes aussi membre de la commission réflexion de la République souveraine de George Kuzmanovic également. Et vous êtes un spécialiste des Balkans, de la Grèce. Vous avez sorti un livre mémorable chez Gallimard et on vous renvoie, et j'en parle tout le temps quand on vous reçoit. Jetez-vous sur le livre d'Olivier Delorme et notamment aussi sur vos romans, parce que vous écrivez des romans. Oui, oui. Donc là, on va pas parler plage, paillotes et plage privée. Aujourd'hui, on va parler de choses un peu moins sympas, mais tout aussi passionnantes. On va commencer rapidement, Olivier Delorme, avec une première question. Vous savez, vous ne pouvez pas y couper sur la situation du Covid en Grèce. On va faire rapidement un petit état des lieux chez vous, là-bas en Grèce. Eh ben, écoutez, l'état des lieux, il est pas très amusant. Je vous avais parlé en février ou en mars de la gestion du Covid, de la crise du Covid par le gouvernement grec, qui était exemplaire et qu'il est resté jusqu'à la fin de la première phase de cette crise sanitaire, c'est-à-dire jusqu'au 15 juin, 1er juillet, où en réalité l'épidémie était quasiment contrôlée en Grèce. Il y avait plus que quelques cas par jour, 2 ou 3 suivant les jours. Il y avait plus de morts. On était à 8 patients intubés pour tout le pays. Et puis le gouvernement, pour des raisons économiques qui sont très compréhensibles, puisque l'Union européenne ayant imposé à la Grèce 10 ans de déflation, il n'y a plus beaucoup de secteurs économiques qui tournent dans le pays et le secteur touristique est un des rares secteurs qui continue à tourner. Donc le gouvernement a décidé d'ouvrir les frontières pour tâcher de limiter les dégâts, de réouvrir les frontières, puisque du 15 mars au 15 juin, au 1er juillet, tout entrant devait subir une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir circuler librement dans le pays. Donc cette mesure a été abrogée progressivement entre le 15 juin et le 1er juillet. On a réouvert l'un après l'autre les aéroports en Grèce. Et puis les vacanciers ont commencé à arriver, les jeunes Grecs ont commencé à partir, enfin les jeunes Grecs, les Grecs et notamment les jeunes ont commencé à partir en vacances. Et on est confronté aujourd'hui à une situation qui est très dangereuse parce que voilà, on avait moins de 10 cas nouveaux par jour au 15 juin. On était hier à 269 cas, ce qui est un maximum depuis le début de l'épidémie. On était à 8 patients intubés, on était hier à 31. Avec, il faut le rappeler, en Grèce, un appareil de santé qui a été sinistré par les politiques européennes depuis 10 ans. Donc, une situation à l'automne qui risque de devenir très, très délicate. Et puis, de nouveau, on a des morts tous les jours, alors qu'il y avait plus que 1 ou 2 morts par semaine avant le 15 juin. On a aujourd'hui 2 morts par jour. Une journée avant-hier, je crois, c'était 5. Bref, si vous voulez, la situation est très inquiétante. Alors, le gouvernement multiplie les mesures. Il y a des zones où les établissements de restauration, de distraction nocturne doivent fermer à minuit. Le port du masque est obligatoire dans les magasins. On dit qu'il va devenir obligatoire. Enfin, on dit. Hier, je lisais dans la presse grecque qu'il allait probablement devenir obligatoire partout en Attique
qui est un des principaux foyers, parce que c'est un des principaux foyers du tourisme, évidemment. Voilà, des petites îles comme la mienne, où il n'y avait pas eu un seul cas pendant les mois jusqu'au mois de juin. On a eu 3 cas la semaine dernière. Alors les 3 personnes ont été emmenées dans une autre île plus grande, à Kos, à côté, où il y a un hôpital, parce que nous, on n'a pas d'hôpital, on a seulement un dispensaire. L'île qui se trouve au nord de Kos, à Kalymnos, c'est pareil, il n'y avait pas de cas pendant la première phase, et il y a eu plusieurs cas ces derniers temps, dont un jeune Français de 17 ans il y a quelques jours, qui a fait une forme apparemment très grave et qui a dû être emmené dans une bulle par un hélicoptère militaire jusque dans un hôpital en Crète. Alors, ce qui semble en plus assez inquiétant, c'est que l'âge des personnes intubées baisse, c'est-à-dire qu'on était au-dessus de 70 ans dans la première phase, et aujourd'hui on est plutôt autour de 60 ans. Il y a deux jeunes de moins de 17 ans qui sont intubés. Hier, je voyais une personne de 40 ans dans la ville de Larissa qui a dû être intubée aussi. Donc voilà, alors si vous voulez, on espère que… Olivier, à vous écouter, on a l'impression quand même que l'ouverture des frontières a peut-être accéléré ou propagé à nouveau, la diffusion du Covid. Et c'est l'évidence même, si vous voulez, la courbe des contaminations et la courbe des personnes intubées a commencé à se redresser au moment où les frontières ont été réouvertes. Alors, là encore, la responsabilité de l'Union européenne est très importante, parce que le gouvernement grec avait prévu de ne réouvrir les frontières sous la condition que les entrants présentent un test négatif réalisé dans moins de 72 heures avant leur arrivée sur le territoire, et qu'ils auraient dû présenter, notamment pour les gens qui embarquaient en avion, qu'ils auraient dû présenter au moment de l'embarquement dans l'aéroport de départ. Et l'Union européenne s'est opposée à cette mesure, qu'elle a jugée discriminatoire et contraire à la liberté de circulation dans l'Union. Et donc, le gouvernement grec a renoncé à l'imposer, et en place, le gouvernement a mis en place des contrôles aléatoires à l'entrée. Donc, les personnes qui viennent sur le territoire grec doivent remplir un formulaire avant leur départ, et en fonction de ce qu'ils disent sur ce formulaire, mais vous comprenez bien que c'est purement déclaratif, il n'y a aucune vérification. Ouais. Voilà, donc alors on sait très bien que par exemple il y a des Américains, des Gréco-Américains qui font une escale en Suisse ou dans un pays où il n'y a pas besoin où il n'y a pas de contrôle à l'entrée, et donc ils rentrent ensuite en remplissant ce formulaire. Et puis à l'arrivée, il y a, semble-t-il, des contrôles aléatoires ou moins aléatoires en fonction de cette déclaration. Mais pour les témoignages que j'en ai, si vous voulez, il y a des aéroports où ça se passe assez sérieusement. Il y en a d'autres où les gens passent comme dans une passoire. Et derrière, si vous voulez, il y a la conviction, mais ça, je crois que c'est un peu partout, que l'épidémie est finie, donc les gens ne prennent plus de précautions, ou beaucoup de gens ne prennent plus de précautions. Nous, on a ici un petit bar de plage. Pendant 15 jours, les 15 jours, 3 semaines de grande affluence avant le 15 août, on voyait, alors que normalement les gens doivent être assis et respecter des distances de sécurité, on voyait des dizaines de gens dans ce bar de plage, debout, les uns contre les autres, etc. À Mykonos, la police est intervenue dans une partie privée où il y avait 450 personnes sur un espace très restreint, et on a trouvé un couple de touristes espagnols qui avait été diagnostiqué positif à l'entrée
et qui ont rompu leur quarantaine, qui étaient au milieu de cette fête de 450 personnes. En plus, ils étaient porteurs de cocaïne, donc des choses qui désinhibent et qui font qu'on n'a plus le contrôle de son comportement. Donc, si vous voulez, tout ça fait qu'ailleurs, dans l'île de Poros, qui est proche d'Athènes, et qui est un foyer apparemment important. Il y a un hôtel qui a organisé une Corona Party en jouant sur le nom de la marque de bière, avec des jeunes touristes et des jeunes locaux ou des jeunes Grecs en vacances qui sont venus. Donc derrière, on a eu plusieurs dizaines de cas. Voilà. Donc, si vous voulez, donc la situation est à suivre. Hein. La situation est à suivre. C'est une situation qui est aujourd'hui, qui était maîtrisée au 15 juin et qui ne l'est plus aujourd'hui. Alors, il reste à espérer que le virus a perdu de sa virulence entre-temps et que les contaminations qui ont lieu aujourd'hui n'aboutiront pas à des hospitalisations dans la même proportion que c'était en février ou en mars. Mais d'un autre côté, on a la rentrée des classes qui s'annonce le 7 septembre. Le gouvernement a dit qu'il allait mettre gratuitement à disposition de tous les élèves des masques. Bon, voilà, on est dans une situation qui était une situation maîtrisée au 15 juin et qui aujourd'hui est de nouveau une situation devenue dangereuse, surtout, encore une fois, quand on sait l'état de l'appareil sanitaire grec qui a vraiment été sinistré par les 10 ans de politique européenne que la Grèce vient de vous en aviez parlé, Olivier, dans notre dernière émission. Effectivement, vous aviez fait un grand passage là-dessus et c'était extrêmement intéressant. Mais je voudrais qu'on avance là-dessus, sur ces questions-là. On va parler de notre crise aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, Olivier, parce que déjà, vous êtes spécialiste, vous, de la région, vous y habitez. Et depuis votre fenêtre, finalement, l'histoire se joue à quelques encablures de votre maison. Et alors, qu'est-ce qui se passe tous les matins quand vous ouvrez les fenêtres vers 9h, 10h? Qu'est-ce qui se passe devant vous dans la mer? Ben écoutez, on est à 400 mètres d'altitude, donc on a une très belle vue sur la mer Égée. On a l'île de Kos qui est en face de nous. Donc entre Kos et notre île Nisyros, ce sont des eaux totalement grecques. C'est même pas de la zone économique exclusive, c'est des eaux territoriales, puisque les deux îles sont distantes de moins de 10 kilomètres. Et donc, tous les matins, entre 9 et 10, on a désormais, depuis le 14 août exactement, une frégate turque. Alors, c'est pas toujours la même, c'est pas toujours le même type. Il y a 2 jours, elle était équipée d'un lance-missile qui vient de l'ouest, c'est-à-dire de l'intérieur de la mer Égée. Donc là encore, d'eau qui sont des eaux grecques, et qui se dirige vers la côte turque qui est à une dizaine de kilomètres de l'île où j'habite, et donc qui, tous les matins, tranquillement, viole l'espace maritime grec. Je fréquente cette île assidûment depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu ça. Depuis 25 ans, alors on sait qu'il y a des viols réguliers de l'espace maritime et aérien, mais avec cette régularité et cet esprit de provocation, parce qu'il faut bien parler là de provocation caractérisée, il est clair que c'est une situation qu'on n'a pas connue probablement depuis 1996, quand il y avait eu un peu au nord de chez nous une crise extrêmement grave, avec des débarquements de troupes turques sur un îlot non habité qui s'appelle Imia, et qui est à une centaine de kilomètres, à 80-100 kilomètres au nord peut-être même moins, une cinquantaine de kilomètres au nord de chez nous. Mais on n'avait jamais vu ça. Olivier Delorme, ça nous dit quoi aujourd'hui? Quel est finalement le point de situation entre la Grèce et la Turquie pour commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet de l'émission?
Écoutez, il faut expliquer cette situation par ce qui est en train de se passer en Méditerranée orientale, c'est-à-dire pas exactement dans l'Égée, mais à l'extérieur de l'Égée, où la Grèce possède une petite île qui s'appelle Castellorizo, qui est entre l'île de Rhodes. Nous, on est un peu au nord de Rhodes, hein. Donc entre l'île de Rhodes et Chypre. Et donc cette île est non loin de la côte turque, comme un certain nombre d'îles grecques qui ne sont pas loin de la côte turque, parce que l'histoire l'a voulu, si vous voulez. Jusqu'en 1922, le littoral aujourd'hui turc était en partie peuplé de Grecs, majoritairement à certains endroits. Et en 1922, à la fin de 1922-23, à la fin de la guerre gréco-turque, ces Grecs de Turquie ont été chassés. Et donc les îles qui bordent la côte turque sont de tout temps des îles de population grecque, pas seulement appartenant à l'État grec, mais de population grecque. Il y a jamais eu de Turcs sur ces îles, ou très peu, si vous voulez. Les grandes îles stratégiques ont eu, comme Rhodes ou comme Kos, ont eu à certains moments des populations de militaires turcs, mais ailleurs, tout en étant dans l'Empire ottoman, ces îles ont toujours été de population turque, de population grecque depuis la plus haute antiquité. Voilà. Donc, ces îles sont sur le bord de la côte turque. Et donc, selon le droit international, chaque île a autour d'elle ce qu'on appelle une zone économique exclusive, c'est-à-dire une zone dans laquelle seul l'État qui possède ces îles a le droit de prospecter et de mettre en valeur les richesses du sol maritime ou du sous-sol. C'est en fonction de cette règle du droit international que la France est une des plus grandes puissances maritimes du monde, puisqu'elle a des îles un peu partout à travers le monde, et que chacune de ces îles possède une zone économique exclusive en fonction d'une convention internationale qui a été signée à Montego Bay dans les années 80, que la Grèce a signée, que la Turquie n'a pas signée, mais que la Turquie applique pour elle, notamment en mer Noire, où Erdogan vient d'annoncer la découverte d'un gisement gazier. Je vous en reparlerai tout à l'heure. D'ailleurs, je me permets, avant d'oublier, vous avez fait un très bon papier, Olivier Delorme, le confrère de Marianne. On le mettra sous la vidéo pour que vous puissiez aller lire ce très bon papier d'Olivier Delorme, Marianne, il y a quelques jours. Voilà, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis maintenant près d'un mois? C'est que la Turquie entend faire des prospections gazières et pétrolières dans la zone économique exclusive de l'île de Castellorizo. Voilà. Et que donc elle viole ainsi les droits souverains de la Grèce qui ne l'accepte pas. Si vous voulez, c'est un peu comme si les Chinois venaient forer dans les eaux autour de la Guadeloupe ou de la Martinique et qu'ils disent cette zone n'appartient pas à la France moi, la Chine, j'ai le droit d'aller y forer. Donc le navire de prospection qui a pénétré dans les eaux de la zone économique exclusive grecque autour de Castellorizo était accompagné d'une flottille de guerre et en fonction de cette agression, la Grèce a pris un certain nombre de mesures de sécurité. Elle a mis ses forces armées en état d'alerte maximum. Elle a mobilisé, supprimé toutes les permissions, envoyé sur la zone une partie importante de sa marine
pour être au contact et gêner le plus possible les prospections, notamment en faisant du bruit, parce que ce navire déploie des câbles, mais il a besoin de silence pour prospecter. Donc, il y a voilà. Et puis le 12 août, une frégate turque a tenté une manœuvre d'intimidation, probablement. Alors, on ne sait pas exactement les conditions, a provoqué un bateau grec, a foncé sur un bateau grec. Et comme les Turcs ne sont pas d'excellents marins en général, c'est la frégate agresseuse, si vous voulez, qui, à la suite manifestement d'une manœuvre d'évitement de la frégate grecque, s'est trouvée dans une situation délicate, tellement délicate qu'elle a eu des avaries et qu'elle a été obligée de regagner son port d'attache. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on a eu à cette occasion la preuve que cette situation de face à face pouvait dégénérer à tout moment et que c'était une situation extrêmement dangereuse. Alors, depuis le 12 août, on apprend que ce même jour, il y a eu d'autres incidents à d'autres endroits. Alors, notamment, il y a eu un duel dans les airs, puisque les avions turcs ont violé à plusieurs reprises. Alors, c'est régulier, hein, mais là, ça, depuis quelque temps, la fréquence de ces viols a augmenté. Donc, il y a eu un duel entre des avions grecs et des avions turcs qui, là encore, a failli apparemment mal tourner, puisque les avions turcs n'ont pas réussi, les avions grecs, par leur manœuvre, ont empêché les avions turcs de retourner vers leur base et qu'ils ne les ont laissés rentrer que quand les avions turcs étaient manifestement quasiment à court de carburant. Donc, si vous voulez, le gouvernement, l'armée grecque ne réplique pas par des actes agressifs, mais elle réplique par des actes qui mettent dans des difficultés très grandes les forces de l'agresseur. Troisième exemple, la Turquie a envoyé manifestement des sous-marins très très loin dans l'espace grec, jusque vers l'île 2B qui est tout près de l'Attique, donc tout près d'Athènes. Alors là encore, il se trouve que les Grecs et les Turcs ont le même fournisseur allemand en termes de sous-marins, mais que les sous-marins grecs ont été équipés, ont été modernisés, si vous voulez, ou ont subi des modifications en Grèce que n'ont pas les sous-marins turcs et qui leur permettent une furtivité quasiment, semble-t-il, quasiment totale. Ce qui fait que ces sous-marins turcs ont été rapidement localisés et que manifestement, alors on a vu ça hier sortir l'information il y a 2 jours sur un site spécialisé dans les informations militaires et manifestement par des indiscrétions qui viennent de l'état-major ou à dessein, hein, ou d'officiers généraux en retraite. Et manifestement, ces sous-marins ont été, au moins un de ces sous-marins a été bombardé avec des bombes sonores. Donc là encore, il ne s'agissait pas de détruire ce sous-marin ou d'aller jusqu'à une situation qui aurait été une situation de guerre, mais à intimider considérablement ces sous-marins, avec une petite dose d'humour, puisque en plus des bombes sonores qui apparemment ont rendu balancées par des hélicoptères de chasse anti-sous-marine, ont rendu la vie insupportable à l'équipage de ce sous-marin turc qui a fini par lancer une fusée qui, en termes de communication entre les marines, signifie je me rends. Donc ça veut dire que ce sous-marin a été très 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 éprouvé par le traitement que lui a fait subir la chasse anti-sous-marine grecque.
L'élément d'humour étant que parmi ces bombes sonores, les Grecs se sont un peu payé la tête des sous-mariniers turcs en question en leur envoyant également comme son la chanson Yellow Submarine des Beatles. Donc, donc, vous voyez qu'on est dans une situation formidable. On est dans une situation extrêmement tendue dans laquelle manifestement le gouvernement grec a donné à ses forces armées des instructions qui sont des instructions de repousser l'agression turque sans aller jusqu'au point où on irait à un conflit ouvert. Mais bien évidemment, dans cette situation, on peut toujours avoir un incident humain d'un côté ou de l'autre qui fait que la situation peut basculer à tout moment. Alors quand même, ce que je voudrais dire... On a l'impression qu'on est sur la corde... En vous écoutant, Olivier Delorme, on a vraiment l'impression qu'on est sur la corde raide. Ça veut dire oui, on est sur... Une seule étincelle sur un baril de poudre, ça explose en mer Égée, quoi. Voilà. On est vraiment sur une... comme on disait au temps de la crise de Cuba, alors... Il n'y a pas l'aspect nucléaire, mais comme on a dit au moment de la crise de Cuba, on est vraiment sur une stratégie du bord du précipice, c'est-à-dire que et l'un et l'autre vont jusqu'au point où on peut avoir des choses très dangereuses. Moi, ça me fait exactement penser, effectivement, au moment de la crise de Cuba, à la décision de Kennedy qui a été de dire si vous franchissez cette ligne, eh bien, vous risquez de. Alors, si vous voulez, ce qui est quand même extraordinairement précieux d'avoir un média comme Putsch, c'est que je peux dire ça aux Français, alors que personne ne le dit en France, si vous voulez. Alors, il y a des papiers très généraux sur la tension, etc. Mais enfin, quand on vous parle de tension, vous pensez pas à des bombardements sonores d'un sous-marin grec, turc dans les eaux grecques par la chasse anti-sous-marine grecque ou par des duels d'aviation qui peuvent se terminer par un crash d'avion ou par un incident maritime qui fait qu'une frégate ultramoderne, en tout cas moderne, est obligée de rentrer au port à cause des avaries qu'elle a subies dans le face-à-face. Donc, alors, il faut prendre... Ouais, Olivier, est-ce que finalement, quand vous dites on n'en parle pas forcément en France, ou du moins avec tant de détails, où on se rend compte que la situation est explosive, c'est le cas de le dire, est-ce que c'est pas quelque part pour préserver peut-être la virginité ou la vertu de l'Union européenne dans cette crise, parce que c'est d'ailleurs le thème de votre article sur Marianne, le titre le dit, l'Union européenne porte une écrasante responsabilité dans la montée de l'impérialisme turc. Pourquoi aujourd'hui, quel est le rôle aujourd'hui de l'Union européenne, Olivier Delorme, et pourquoi cette attitude finalement? Pourquoi, alors, si vous voulez, pourquoi cette responsabilité écrasante? Parce qu'en réalité, l'Union européenne finance le régime Erdogan depuis 20 ans. C'est-à-dire que, au nom de la préadhésion, au nom de la réalisation du marché unique, puis au nom du chantage aux migrants, l'Union européenne a déversé des milliards sur la Turquie. En même temps qu'elle étranglait la Grèce. Donc, si vous voulez, il y a un aveuglement géostratégique qui dure depuis 20 ans et qui dure encore aujourd'hui, qui est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que voilà un pays de voilà deux pays de l'Union européenne, Chypre parce que la même chose se passe autour de Chypre. Deux pays de l'Union européenne, Chypre et la Grèce, qui sont agressés par un pays candidat à l'Union européenne. Et l'Union européenne ne dit rien, ne fait rien, ne condamne pas et continue à payer. Alors, quand je dis continue à payer, c'est-à-dire que si vous voulez, la responsabilité de l'Union européenne, c'est quand même qu'elle a permis à ce régime, qui est un régime islamiste, qui a supprimé ce qu'il y avait de démocratie et de laïcité en Turquie depuis 20 ans, qui aujourd'hui en est à réislamiser des musées
qui appartiennent au patrimoine mondial de l'humanité pour en refaire des mosquées où on cache les fresques et les mosaïques chrétiennes qui les décorent parce qu'elles insultent le croyant. Donc c'est ce régime-là que l'Union européenne finance depuis 20 ans. Vous comprenez que c'est quand même hallucinant. Pire que ça, si vous voulez, quand Chypre a adhéré à l'Union européenne, on a obligé Chypre à reverser une partie des fonds européens qui lui sont versés à la partie, aux 37% de l'île qu'occupe et que colonise la Turquie, qu'elle colonise avec des paysans anatoliens qui sont aujourd'hui plus nombreux au nord de Chypre que les Chypriotes turcs qui habitent cette île depuis la conquête turque au Moyen Âge. Donc, si vous voulez, il y a une responsabilité. Alors, bien sûr, on me dit, mais la question n'est pas de la responsabilité de l'Union européenne. D'abord, elle l'est parce que dans le traité de Maastricht, Dieu sait que je suis pas un partisan de ce traité, il est inscrit qu'il y a une solidarité des membres face à une agression extérieure, ce qui est quand même bien le cas, et que cette solidarité aujourd'hui n'est pas manifestée. Et que l'Allemagne et un certain nombre de pays ont mis leur veto lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères demandée par Chypre et par la Grèce à une condamnation claire de la Turquie et à l'adoption de sanctions économiques contre la Turquie. Donc, il n'y a pas de réaction européenne aujourd'hui autre que des mots en l'air, hein. Donc il n'y a pas de réaction européenne. Mais là où je voudrais insister, parce que c'est très important, si vous voulez, le système Erdogan, le système islamiste qui a mis en coupe réglée ce pays qu'est la Turquie, il ne pourrait pas exister sans l'argent européen. C'est-à-dire que cet argent européen, il a servi depuis 20 ans à financer des chantiers publics sans aucune utilité économique, comme l'aéroport d'Istanbul, qui est aujourd'hui le plus grand du monde. Vous me direz pas que c'est un équipement indispensable, ou comme les palais d'Erdogan. Il s'est fait construire un palais qui rappelle celui de Ceausescu à Ankara. Il vient d'inaugurer une île dite de la liberté au large d'Istanbul, qui est une espèce de Fort Chabrol avec un centre de conférence international, des équipements ultra luxueux. Tout ça est financé avec l'argent des contribuables européens. Et tout ça est financé avec vos impôts. Et en plus, si vous voulez, une partie de cet argent va dans les caisses du parti islamiste d'Erdogan. Alors, une partie va dans les comptes en Suisse, au Liechtenstein et ailleurs de la famille Erdogan, mais une autre partie va dans les caisses du parti islamiste qui ensuite s'en sert pour acheter les votes. C'est-à-dire que cet argent européen, cet argent de l'Union européenne, il a servi depuis 20 ans à financer le clientélisme du parti islamiste turc à travers les commissions sur les marchés publics. Parce que quand Erdogan attribue un marché public à une entreprise de bâtiments ou de travaux publics, eh bien, il y a des commissions, et ces commissions, elles vont pour partie dans les poches du clan Erdogan et pour partie dans la série d'ONG ou de prétendues ONG qui tournent autour du parti islamiste, qui servent ensuite à échanger des services contre des votes. Alors, vous avez comme ça des associations qui vont donner du charbon aux gens pendant l'hiver, qui vont donner des bourses d'études dans les lycées islamistes, qui vont donner des soins dans les hôpitaux islamistes, qui vont donner des places dans les jardins d'enfants islamistes. Toutes ces institutions dépendant du parti d'Erdogan,
et qui, à travers ces commissions que le parti d'Erdogan ne pourrait pas percevoir sans l'argent européen, a servi à enraciner le parti AKP d'Erdogan et à lui permettre ses succès électoraux. Donc, si vous voulez, l'Union européenne porte une écrasante responsabilité dans tout ce processus, à la fois par son silence aujourd'hui et par la politique à l'égard de la Turquie qu'elle a conduit depuis 20 ans, et j'ajouterais par la politique qu'elle a conduit à l'égard de la Grèce depuis 10 ans et qui a considérablement affaibli ce pays, notamment en faisant partir 500 000 Grecs à l'étranger et des Grecs jeunes. Donc aujourd'hui, quand Erdogan attaque, il attaque un pays qui a été affaibli par l'Union européenne et il l'attaque grâce à l'argent européen. Et il l'attaque sans que l'Europe ne condamne son agression. Vous avouerez quand même que c'est très fort de café. Alors, on va parler de Mouti, Merkel et de l'Allemagne, cher Olivier Delorme. Et vous disiez effectivement toujours dans cet article de Marianne, en parlant de l'Allemagne, quelle est la part de responsabilité, ou du moins quel est le jeu de l'Allemagne avec la Turquie dans ce conflit gréco-turc. Vous disiez, je vous cite, elle reste fidèle à une alliance germano-turque qui remonte à Guillaume II et qui renforce aussi le million d'électeurs allemands d'origine turque largement contrôlés par l'AKP et par le MHP. C'est ça aujourd'hui le jeu de l'Allemagne, de la chancelière Angela Merkel. Oui. Écoutez, la position de l'Allemagne et la position de l'Allemagne lors du sommet européen est une position d'alignement de l'agresseur sur l'agresseur contre l'agressé. Alors, si vous voulez, faut être un petit peu précis. Dans les années 75, 1975, l'actuel différend gréco-turc sur les zones économiques exclusives qui mènent à la situation d'aujourd'hui. À l'époque, les deux pays conviennent d'aller devant la Cour de justice internationale de La Haye. Alors donc, dans les années 75, la Grèce et la Turquie s'étaient mis d'accord pour aller devant la Cour internationale de La Haye, qui est spécifiquement consacrée au règlement de ce genre de différends et qui existe depuis le début du XXe siècle, avant même l'ONU, avant même tout ça, avant même la SDN. Et donc, cette cour, elle a une jurisprudence sur les mers fermées ou semi-fermées. Elle a déjà rendu un certain nombre d'arbitrages, et on sait très bien que l'arbitrage qu'elle rendrait donnerait à la Turquie 2 ou 3 couloirs entre les îles grecques pour compenser, si tu veux, le fait que, du fait de la proximité des îles grecques, la Turquie n'a pas la zone économique exclusive qu'elle devrait avoir si ces îles n'existaient pas. Donc, on compenserait cette perte de surface par des couloirs qui iraient vers l'intérieur de l'Égée. Mais pour aller devant la Cour internationale de La Haye, il faut que les deux pays soient d'accord. Lorsque le Premier ministre turc de l'époque est rentré à Ankara, il s'est trouvé face à l'opposition par rapport à ce qu'il avait accepté avec le Premier ministre grec, du MHP, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un parti d'extrême droite, fasciste, ultranationaliste, qui avait à l'époque des milices fascistes qu'on appelle les loups gris, qui semaient la terreur dans toute la Turquie. Or, à cette époque, le chef des loups gris était vice-président du gouvernement et il a forcé le Premier ministre de l'époque à renoncer à cet arbitrage de la Cour internationale de La Haye. Et depuis, la Turquie réclame une négociation bilatérale. Négociation bilatérale entre un pays de 80 millions d'habitants, un peu plus, et un pays de moins de 11 millions d'habitants. Entre un pays qui a une armée, au moins sur le papier, 3, 4
fois plus puissante que l'autre. Donc tu vois bien que la négociation, elle serait une négociation asymétrique, avec un faible et un fort. Or, ce qui est incroyable dans la position allemande, c'est que la position allemande aujourd'hui, c'est la position turque. C'est-à-dire que Merkel, au lieu de dire il y a un droit international, allez donc régler votre différend devant la Cour internationale de la Haye, arbitrage qui en plus a été recommandé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc si tu veux, la position de l'Union européenne devrait être une position de droit en disant le Conseil de sécurité s'est prononcé, il y a une institution internationale qui est spécialisée dans le règlement de ce différend. La Grèce a accepté depuis 40 ans de s'en remettre à l'arbitrage de cette cour, que la Turquie en fasse autant. Bah, eh ben non, l'Allemagne ne dit pas ça, l'Allemagne dit négociation bilatérale comme Erdogan. Donc si tu veux, cette histoire de négociation bilatérale qui semble, comme ça quand on en parle, qui semble être une mesure d'apaisement, n'est pas du tout une mesure d'apaisement. C'est une mesure de prise de position en faveur de la position turque. Et donc l'Allemagne, dans cette affaire, n'apparaît pas comme un arbitre, mais elle apparaît comme un allié d'Erdogan. Et elle demande à la Grèce d'accepter la négociation bilatérale que propose la Turquie, qu'exige la Turquie depuis 40 ans. Alors, on va voir ce qui va se passer parce que le ministre des Affaires étrangères allemand doit venir en tournée dans les jours qui viennent à Athènes et à Ankara avec ça dans son sac. Alors, on va voir comment il va se faire recevoir à Athènes. Ce qui est sûr, si tu veux, c'est que les États-Unis, comme la France, réclament, eux, le respect du droit international, c'est-à-dire le respect de la zone économique européenne et de la zone économique exclusive, et en filigrane, donc le recours à l'arbitrage de la Haye conformément à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, dans cette affaire, l'Allemagne et l'Union européenne, dont elle bloque une décision, la décision qui serait la décision logique, apparaissent comme des alliés d'Erdogan et non pas comme des arbitres. Voilà. Alors, le Premier ministre grec, le soir du 12 août, lorsqu'il a fait une déclaration officielle à la télévision, a une fois de plus appelé la Turquie à accepter l'arbitrage de la Cour internationale de la Haye, et la position de l'Union européenne qui se flatte de défendre le droit international en toutes circonstances devrait être celle-là et pas une autre. C'est le leçon à la Biélorussie, Olivier, hein, aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le droit international, c'est toujours quand ça les arrange. Mais quand ça arrange pas l'Allemagne, le droit international, on le met où je pense. Ben, si tu veux, c'est problématique. Dans le faux couple franco-allemand qui n'existe pas, on a parlé de Mouti Merkel, on va parler du petit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il en est où finalement? C'est quoi son positionnement est compliqué, Emmanuel Macron, aujourd'hui? Alors, écoute, le positionnement, le positionnement de principe est un positionnement enfin, moi, je suis un adversaire politique résolu d'Emmanuel Macron. Voilà, que à mon avis, on ne peut qu'approuver. C'est-à-dire qu'il appelle au respect du droit international, et il a dit encore dans la conférence de presse qu'il a faite avec Merkel à Brégançon, alors qu'elle refusait de parler de la situation gréco-turque, il a dit clairement qu'une diplomatie
qui ne s'appuyait pas sur des lignes rouges et sur une force, une dissuasion militaire, enfin une force militaire, était une diplomatie inopérante. Et là-dessus, il a bien raison. Sauf que derrière, il te parle de la souveraineté européenne. Or, on voit bien qu'il n'y a pas de souveraineté européenne dans cette affaire-là. Il y a les intérêts de l'Allemagne. Dans aucune autre, hein, Olivier Delors. Voilà. Dans aucune autre. Voilà, dans aucune autre. Mais si tu veux, cette fois, les masques tombent d'une manière d'une manière incroyable. C'est-à-dire que on a quand même les deux, le type qui dit la souveraineté européenne, la souveraineté européenne, la souveraineté européenne. Il prend une position en tant que chef de l'État français en fonction des intérêts de la France et du droit international que défend la France et des alliances de la France, et il la prend pas en fonction du droit en fonction d'une souveraineté européenne, parce que cette souveraineté européenne elle n'existe pas, et que on voit bien que l'Allemagne dans cette affaire une fois de plus joue son propre intérêt. Alors quel est l'intérêt de l'Allemagne? Parce que c'est ça la question. C'est un intérêt commercial. Comme d'habitude, l'Allemagne est une puissance mercantiliste, donc elle voit son intérêt commercial direct. Elle tire 2,5 milliards au bas mot d'excédent commercial de ses échanges avec la Turquie. Elle est dans ses 3 premiers fournisseurs et dans ses 3 premiers clients. Elle y a délocalisé une partie de sa production industrielle de produits semi-finis qui reviennent ensuite en Allemagne pour être terminés dans les usines allemandes, et que la plus-value que le produit semi-fini soit fabriqué à bas coût et que la plus-value appartienne dans les usines allemandes. Première raison pour lesquelles l'Allemagne a cette position. Deuxième raison, c'est son alliance historique avec la Turquie. Je vais pas refaire ici de l'histoire, mais l'Allemagne est l'allié militaire de la Turquie depuis les années 1890. Elle a permis à la Turquie de gagner une guerre contre la Grèce à la fin des années 1890. Elle a ensuite obtenu au début du XXe siècle, pour Krupp et Thyssen et Mauser, la totalité des marchés d'armement de l'Empire ottoman. Puis elle a appuyé l'armée turque génocidaire, l'armée l'armée turque du régime génocidaire des jeunes Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Elle a couvert le génocide arménien et des Grecs pontiques et des chrétiens assyro-chaldéens. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie est théoriquement neutre, mais en réalité, la neutralité turque est une neutralité pro-allemande dans laquelle les nazis et leurs agents ont une liberté de circulation totale sur le territoire turc, dans laquelle l'idéologie pantouraniste de l'unification des peuples turcs et l'idéologie nazie allaient dans le même sens, dans laquelle on a imposé des impôts discriminatoires aux Juifs et aux Grecs qui résidaient dans l'Empire ottoman, et dans laquelle surtout l'industrie turque a fourni à l'industrie du Troisième Reich du chrome qui était indispensable à son industrie de guerre, et dont Albert Speer, en 1943, dit à Hitler dans un mémorandum que si les livraisons de chrome turc cessent, l'industrie de guerre du Troisième Reich ne peut plus fonctionner dans les 6 mois. Donc, si tu veux, il y a une alliance historique et des liens historiques entre la Turquie et l'Allemagne qui sont des liens très étroits, quel que soit le régime. Bon. Ajoute à ça… Olivier,
il y a une description que tu fais effectivement de la situation qui est explosive. On en a longuement parlé en début d'émission. Et finalement, on se rend compte que l'Allemagne a pris, selon toi, parti pour la Turquie. Et tu l'expliques très bien. Quel va être le rôle aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Il va se retrouver entre le marteau et l'enclume. Je veux dire, il va se retrouver en tête et en cara finalement, Emmanuel Macron. Il va falloir qu'il réagisse. Oui. Si tu me permets, je voudrais juste dire une dernière chose sur l'attitude allemande. C'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne a 3 millions de Turcs sur son territoire parce qu'elle a été le lieu d'immigration de la main-d'œuvre turque privilégiée dans les années 60. Et que parmi ces 3 millions de Turcs qui sont sur le territoire allemand, il y en a 1 million qui ont le droit de vote en Allemagne. C'est-à-dire que la chancelière Merkel, elle regarde également son intérêt électoral en Turquie. Et cette communauté, elle a été prise en main depuis 20 ans par le parti ultranationaliste turc des loups gris dont je te parlais tout à l'heure et le parti islamiste AKP d'Erdogan, avec la complicité de la CDU allemande qui, en quelque sorte, si tu veux, a échangé le calme contre la prise du contrôle à travers les imams qu'envoie le régime Erdogan en Allemagne et à travers l'activité des consulats turcs en Allemagne. Cette communauté, elle est aujourd'hui dans la main d'Erdogan et dans la main de ses alliés fascistes. Donc, si tu veux, il y a une situation intérieure allemande. Il faut voir quand même que ces gens aujourd'hui, mais ça se passe également en France, hein, mais de manière moins importante parce que la communauté turque est moins importante. Il y a 3 vidéos effectivement d'individus turcs qui sont sortis il y a quelques jours, extrêmement violentes, qu'il y en a plus contre la communauté arménienne notamment. Absolument. Ouais, il faut et les enfants, dans les médias, mais il faut le savoir. Les enfants de cette communauté sont endoctrinés depuis le plus jeune âge. On les costume aujourd'hui en combattants ottomans pour leur faire reconstituer des batailles dans lesquelles l'Empire ottoman a été victorieux face aux armées chrétiennes. Le chancelier Kurz en Autriche a pris conscience de ça et il a fermé un certain nombre, renvoyé chez eux et fermé un certain nombre de gens qui encadrent la communauté turque autrichienne. Donc, si tu veux, la position allemande, elle est également fonction de ça. Bon, alors maintenant, oui, Macron se trouve entre le marteau et l'enclume. Il l'a bien cherché. Il a pour l'instant pris des décisions qui sont de bonnes décisions. C'est-à-dire que il a affirmé les positions de droit et il a affirmé des positions de soutien total aux actions de la Turquie et de Chypre pour préserver leur souveraineté et des actions agressives de la Turquie. Au-delà, il a envoyé un certain nombre de forces militaires à proximité des endroits où se jouent les choses. Et clairement, il y a une action diplomatique en direction notamment des Émirats arabes unis, qui sont également un des acteurs de cette crise, comme l'est Israël et comme l'est l'Égypte, qui sont tous du côté de la Grèce, qui fait qu'il y a aujourd'hui une concentration de forces internationales entre Chypre, la base de Souda en Crète, qui est le seul port en eau profonde, un des seuls ports en eau profonde de la Méditerranée, et une base aérienne de l'OTAN extrêmement importante. Alors, la France y a envoyé des Rafales, 2 pour l'instant. Les Émirats arabes unis y ont envoyé des F-16, 4. Alors, la France et les Émirats sont étroitement alliés. Il y a eu des conversations téléphoniques entre le chef d'état-major
des Émirats et le chef d'état-major grec, entre le ministre des Affaires étrangères des Émirats et le ministre des Affaires étrangères grec, dans lesquels on peut penser que la France n'a pas été inactive, si tu veux. C'est-à-dire que les Émirats sont un allié tellement proche de la France qu'on peut penser qu'il y a derrière tout ça une activité diplomatique française qui a permis ce rapprochement entre la Grèce et les Émirats. J'ai pas d'informations, mais c'est comme observateur, on peut penser ça. Bon. Les États-Unis ont envoyé à Souda un porte-hélicoptère qui peut être un navire de soutien un navire de soutien extrêmement efficace à toutes sortes d'opérations dans la zone. Et je voyais, alors le 12 août, deux bateaux français de la marine française, le 13 août au matin, c'est-à-dire le lendemain du jour où a eu lieu l'incident entre les deux frégates grecques et turques. Le lendemain, il y a eu un exercice conjoint dans cette zone de la marine française et de la marine grecque, à proximité de la flottille turque, avec deux bateaux de la marine française qui se trouvaient dans cette zone. Et depuis, il semble que la frégate française ultramoderne Lafayette, qui a été agressée par une frégate turque au large de la Libye, alors qu'elle surveillait l'embargo des armes international des armes contre la Libye, l'embargo international des armes sur la Libye, il y avait une frégate française Lafayette qui était là et qui a été, on dit, illuminée par une frégate turque, c'est-à-dire que c'est le dernier stade avant un tir. Donc cette frégate Lafayette, elle est aujourd'hui entre Chypre et la Grèce. Donc si tu veux, il y a une comment je vais dire, alors ce mot n'est pas péjoratif. Il y a une gesticulation française qui montre que la France est capable de déployer des forces dans cette zone pour venir en aide à la Grèce et à Chypre si besoin est. Les États-Unis ont fait la même chose, je dirais à minima pour l'instant, mais le département d'État a été assez clair en demandant à la Turquie de cesser immédiatement ses prospections dans la zone économique grecque. Les Israéliens ont envoyé un hélicoptère à Chypre. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est symbolique. Les Émirats ont donc envoyé des avions en Crète et il y a eu un accord signé entre l'Égypte et la Grèce sur leur zone économique exclusive en Méditerranée, parce que il faut préciser que la situation actuelle est liée à un accord entre la Turquie et la Libye, enfin le gouvernement de Tripoli plutôt, un accord totalement absurde au regard du droit international, qui ferait, si tu veux, une zone économique exclusive en écharpe en Méditerranée orientale, au mépris des droits à la fois de l'Égypte et de la Grèce et de Chypre, mais qui est également contraire aux intérêts israéliens et aux intérêts français. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert un gisement gazier important entre Chypre et Israël, que Chypre et Israël vont être co-exploitants de ce gisement gazier, que Total, c'est là qu'on retrouve les intérêts de la France, a des concessions dans ce gisement gazier et que la production de ce gisement gazier doit partir vers l'Europe occidentale par un gazoduc qui passe de la zone exclusive, de la zone économique exclusive chypriote à la zone exclusive grecque directement, alors que selon l'accord entre Tripoli et Ankara, il devrait passer dans la zone exclusive dans la zone exclusive turque. Donc, si tu veux, il y a derrière la position française une question d'intérêt gazier et d'intérêt de Total.
Donc, si tu veux, la position française aujourd'hui, elle s'appuie sur deux pieds. Le droit international et l'alliance entre la France et la Grèce et les intérêts de Total dans le gisement gazier israélo-chypriote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, la Turquie est totalement isolée sur sa position. Elle n'a de soutien que de l'Allemagne, du Qatar et du Pakistan. Toutes les autres puissances régionales sont derrière la Grèce dans cette affaire, ce qui est plutôt, si tu veux, ce qui penche plutôt à l'optimisme. Mais alors, là où, comme tu dis, Macron se trouve entre le marteau et l'enclume, c'est que sa position est totalement en décalage par rapport à son discours européen et franco-allemand. C'est-à-dire qu'on voit que sa position sur la souveraineté européenne ne tient pas la route, mais pire, que ce couple franco-allemand, dont Coralie Delhomme, dans un livre qui fera date, et dont tout le monde est en train de reprendre le titre, n'existe plus. Je le montre parce que je suis en train de le lire. Si ça putsch, je suis en train de lire le livre de Coralie Delhomme. Voilà. Voilà. C'est pas que ce couple n'existe plus, c'est qu'il n'existe pas. C'est un livre intéressant. Je vous recommande de le lire pour mieux comprendre effectivement. Bien sûr. On passe beaucoup d'amitié à Coralie Delhomme aujourd'hui. Concrètement, voilà, il nous reste 3 minutes. Ouais. Olivier, là-dessus, parce qu'on arrive c'est passionnant, c'est très long, c'est très dense, comme d'habitude. Une dernière question sur la situation, on va dire, politique en Turquie. Est-ce que le peuple turc, finalement, soutient Recep Erdogan ou pas? Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on a comme élément pour répondre à ça? Alors, on n'en sait rien parce que les sondages donnent 50-50, mais la Turquie n'est plus libre, n'a plus de presse libre depuis un bon moment déjà. Donc toute la presse est à la botte, les journalistes qui n'étaient pas pro-Erdogan sont en tôle, comme les militaires, comme toutes les oppositions, comme les avocats, comme etc., etc. Ce régime est devenu un régime autoritaire et despotique. Et là encore, le soutien de l'Union européenne et de l'Allemagne est incroyable parce que si on est contre le régime Loukachenko, je vois pas comment on peut soutenir le régime Erdogan et le financer, je répète, et le financer. Mais surtout, la situation économique est dramatique. C'est-à-dire que la livre turque s'effondre. Elle a perdu autour de 30% depuis le début de l'année et bien plus depuis 5 ans. Et on ne peut pas penser que cette chute est indifférente à la politique de Washington, parce qu'en réalité, la Turquie n'est plus aujourd'hui un allié fiable des États-Unis, et les États-Unis ont fini par s'en rendre compte. Donc, il y a un affaiblissement qui vient de là. Et puis, si tu veux, la Turquie est en récession économique depuis la fin 2018. Le pouvoir d'achat des Turcs s'effondre. L'inflation dépasse 10% par mois. Et la gestion de la crise du Covid par Erdogan a été catastrophique. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, alors on n'en sait rien parce que ce régime est un régime despotique, donc les informations ne sortent pas. La Turquie est aujourd'hui dans les 4 ou 5 derniers pays au monde en matière dans le classement de la liberté de la presse. Hein? Donc il y a plus de liberté de la presse en Turquie. Donc si tu veux, on est dans cette situation où Erdogan est dans des difficultés intérieures insolubles, où son régime ne tient plus que par l'argent européen, la fraude électorale et la répression, et où, comme tous les pouvoirs autoritaires dans cette situation-là, il se lance dans des aventures extérieures. Alors, il y a eu la Syrie, les Russes ont stoppé son avance en Syrie,
Il a récupéré les djihadistes de Daesh et d'Al-Qaïda qu'il a envoyés en Libye ou qu'il envoie chez son allié azerbaïdjanais pour relancer la guerre contre l'Arménie. Mais en Libye, il a été stoppé par des bombardements dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, probablement des Émirats, peut-être de la France, peut-être avec le soutien de la France, peut-être de l'Égypte, etc. Et puis maintenant, c'est la Grèce. Donc, si tu veux, tout ça rappelle, moi, ça me rappelle des situations historiques, parce que je suis historien, si tu veux. Ça rappelle la situation, par exemple, de la junte argentine au moment des Malouines, c'est-à-dire une junte à qui tout échappe et qui va chercher dans une opération d'impérialisme extérieur ou voilà, à ressouder son opinion qui s'en va dans une opération impérialiste. On pourrait dire la même chose d'ailleurs des colonels grecs en 1974 quand ils essayent de renverser le président chypriote Makarios et que du coup il provoque l'intervention turque. Donc si tu veux, on est dans cette situation qui est extraordinairement dangereuse parce qu'en réalité Erdogan sait qu'il est cuit, si j'ose dire, qu'il est à la fin de sa vie politique et il essaye de se sauver dans cette opération-là. Le tragique, c'est que l'Union européenne et l'Allemagne lui prêtent la main dans cette opération de sauvetage qui n'a ni queue ni tête. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne n'est pas prête de se sauver, de se racheter une vertu avec ce que tu nous as dit, Olivier. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris tant de temps, plus d'une heure pour ce grand entretien. Alors, je répète, on va mettre les liens. Les liens sont sous la vidéo pour acheter aussi ton livre, Olivier, les 30 bonnes raisons de sortir de l'Europe. On mettra le lien. Et également le livre de Coralie Delhomme, Le couple franco-allemand n'existe pas. Vous avez ces deux liens en bas de la vidéo. Vous pouvez aller les acheter. Vraiment, lisez-les, c'est passionnant. Ça permet de mettre un peu en exergue et d'approfondir ces sujets ô combien de plus en plus importants. Olivier Delorme, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée, fin de journée en Grèce sur ton île. On se retrouve très bientôt. On se tiendra au courant de savoir s'il se passe des choses. Tu seras le bienvenu, bien entendu, dans Putsch Live. Merci en tout cas de ta confiance. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première émission de Putsch Live pour la seconde saison. Mercredi, on reçoit l'égérie pro-chasse Johanna Clermont et nous recevrons vendredi le professeur Perron, le très sulfureux professeur Perron, qui dit beaucoup de choses à l'encontre de tout ce qui est dit aujourd'hui. Voilà, grand entretien à suivre cette semaine. Merci beaucoup. Bye bye, vive la démocratie. Salut. Merci Nicolas, au revoir.